La journée continue au sommet entreprise et croissance et je vous l'avais promis, nous continuons ces interviews pour les panélistes, ces dirigeants, ces dirigeantes qui participent à notre événement et qui partagent avec le public leurs expériences et leurs ressentis par rapport à beaucoup de sujets sur la croissance. Alors évidemment, on ne pouvait pas passer à côté du sujet qui intéressait mes convives, réussite entrepreneuriale, stratégie de financement et ambition. Un moment où on a vu un marché de la levée de fonds se corriger fortement, il fallait qu'on fasse ce panel pour permettre à chacun de pouvoir y voir un peu plus clair. Alors à ma gauche, je commence par Aurélien Demeaux. Bonjour Aurélien. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Vous êtes CEO et cofondateur d'Electra, une boîte très visible. Vous participez à l'électrification, vous êtes dans les infrastructures puisque vous proposez des bornes de recharge électrique. Si je ne me trompe pas, vous me direz derrière s'il y a... C'est ça. On est opérateur de stations de recharge rapide pour les voitures électriques. L'objectif, c'est très simple, c'est de se débarrasser du pétrole. Et donc, pour ça, il faut que les gens adoptent facilement la voiture électrique. Et donc, on leur propose un réseau de recharge fiable, facile à utiliser et à un prix intéressant. Donc quand vous dites réseau, là c'est important parce qu'il y a quelques acteurs qui existent sur le marché. On n'est pas dans la borne privée. Non, on est vraiment sur des bornes de recharge qui sont ouvertes au public. Voilà. Donc on considère que voilà, si vous avez une place de parking chez vous et que vous avez la possibilité de mettre une prise, ou si vous pouvez charger au bureau, tant mieux. Et il y a énormément de gens qui n'ont pas cette possibilité, il y a tous les professionnels, et donc eux, il faut aussi pouvoir les accompagner avec des bornes en itinérance, comme on dit. Donc vos interlocuteurs, ce sont les mairies, les régions, les départements? Alors, c'est plutôt des acteurs privés qui ont des parkings ouverts au public, okay. Restaurants, hôtels, centres commerciaux, supermarchés, tous ces gens qui ont des parkings et sur lesquels on va venir équiper avec des bornes de recharge. Et on a un deal avec eux dans lesquels on va développer, exploiter, opérer les bornes pendant une période de, on va dire, 12 à 20 ans. Magnifique. Et vous venez de lever 300 millions en janvier. Tout à fait. On a un business qui est très capex gourmand en capex, capex intensive comme on dit, donc il faut qu'on ait absolument les moyens de développer ce réseau. Si on veut avoir des milliers de stations, il faut des centaines de millions, voire des milliards d'euros. C'est un business d'infrastructure. Et on voit bien que c'est capex oriented parce que vous êtes 200 salariés pour une levée de 300 millions. C'est effectivement, on n'est pas dans des métriques à 2000, 3000 personnes, quoi. Ouais, c'est intéressant que vous le souligniez, puisque effectivement, nous on n'est pas trop... l'essentiel de cet argent, il va être investi dans le matériel. Ouais. Les transformateurs électriques, les bornes de recharge et dans la construction du réseau. C'est à peu près 80% pour donner l'ordre de grandeur. Et 20% c'est pour financer l'équipe. Donc c'est vrai qu'avec une équipe, l'équipe elle ne va pas passer de 200 à 1000 personnes là, en un an. Donc on n'est pas tout à fait sur les mêmes trajectoires que potentiellement des scale-up de tech plus classiques. On est vraiment sur cet objet infrastructure. Merci beaucoup Aurélien. On passe à Damien Garot. Bonjour Damien. Bonjour Mathieu. Nous nous connaissons d'une autre vie. Vous avez beaucoup travaillé et œuvré pour l'industrie aérospatiale en France et à l'international. Et vous êtes directeur général de Stellar. Vous êtes CEO de Stellar. Qu'est-ce que Stellar, Damien Garot? Stellar, c'est la promesse de pouvoir enfin être connecté sur la route ou dans le train ou dans un bus, dans un camion. Pour s'assurer finalement que nos moments lorsqu'on se déplace sont des moments où on soit utile. Avoir la vie numérique qui nous accompagne ou que nous allions. Magnifique. Ça a été lancé comment ça par qui, par quoi? Alors ça a été lancé parce qu'on s'est rencontrés à trois. On s'est rencontrés avec mes deux cofondateurs, Anela, qui nous vient de chez Porsche, le constructeur automobile, et qui là-bas œuvrait comme directrice de la connectivité. Elle a par exemple fait le deal avec Apple pour amener directement Apple CarPlay nativement dans la Taycan, la Porsche électrique. Et puis j'ai aussi Hassan, notre directeur technique, que je connais depuis les bancs de l'école. Et donc à nous trois, on a décidé finalement de créer cette société pour amener pour l'ensemble du monde du secteur automobile, mais aussi de la mobilité, cette solution pour connecter, pour qu'enfin les voitures qui deviennent de plus en plus pilotées par des logiciels, qui fonctionnent maintenant grâce à des mises à jour de logiciels, soient toujours connectées, parce qu'elles en ont besoin elles-mêmes, parce qu'elles sont pilotées par logiciel, mais parce que nous, en tant que passagers, on a besoin aussi d'avoir un Internet de la même manière qu'une prise électrique lorsqu'on est dans le train. Et là, vous évoquez un avenir pas si lointain de voitures autonomes qui consommeraient énormément de data pour se mouvoir de façon safe sur des courtes, longues distances, en milieu urbain, en milieu extra-urbain. J'imagine que le long shot, c'est aussi ça. C'est ça. Et en fait, on va s'appuyer sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a déjà cartographié des dizaines de milliers de kilomètres en Europe, où on allait regarder finalement la qualité de réseau, de tous les réseaux. Les réseaux cellulaires, qu'est-ce qu'on voit des satellites aussi.
parce qu'il peut y avoir un blocage, il peut y avoir un arbre, il peut y avoir une maison. Et on est capable aujourd'hui très finement d'entraîner notre IA pour anticiper les problèmes avant même qu'ils n'arrivent. Donc imaginez, vous êtes sur un premier réseau qui est Orange, et puis à un moment où vous arrivez dans une zone où Orange est moins bon, avant même que vous n'atteigniez cette zone, on va vous basculer sur un autre réseau cellulaire ou même sur le satellite, voire même sur le Wi-Fi si besoin est. Magnifique. Merci Damien. Paul Bougnou, vous avez fondé l'Argilière Finance, une banque d'affaires bien connue. Vous êtes en train de faire une percée visible sur le marché. Vous accompagnez des boîtes small, mid. Vous êtes présent sur de nombreux secteurs. Vous accueillez chaque année de nouvelles expertises pour ouvrir de nouvelles lignes de métiers. On a vu encore des gros recrutements sur 2023. Pourquoi c'était important pour vous, Paul, d'être sur ce sujet, réussite entrepreneuriale entre financement et ambition? Alors, merci de me permettre de présenter l'Argilière Finance. Alors, banque d'affaires, ça veut dire quoi concrètement? Notre métier, c'est d'accompagner les entrepreneurs, d'accompagner les actionnaires et les investisseurs des ETI et des PME sur leurs opérations en capital. L'opération la plus connue, c'est je veux partir à la retraite, je veux vendre mon entreprise, la transmettre à mes salariés ou la vendre à un confrère. Mais on a aussi de plus en plus d'opérations de LBO en France. On a de plus en plus d'entreprises qui nécessitent de mettre en œuvre des financements pour financer la croissance ou financer une partie de la transmission. Donc notre métier, finalement, c'est d'accompagner ces entrepreneurs et le tissu qui fait à la fois la richesse, les emplois et la croissance en France. L'exceptionnel des boîtes, c'est votre quotidien? Oh là là. Alors ce sont nos clients qui sont exceptionnels et ils ont besoin, un bon entrepreneur, un bon dirigeant d'une ETI, d'une PME, il a un couteau suisse dans la poche et il a plein de lames. Il a un notaire, il a un expert comptable, il a un commissaire aux comptes, il a un avocat fiscaliste, mais il doit avoir aussi la bonne banque d'affaires parce qu'on est au service, on est une commodité au service du développement des entreprises et de l'entrepreneur. Alors, quand on parle de développement et du financement, puisque c'était le cœur du sujet ce matin, nous, ce qu'on regarde d'abord, c'est le bon sens qui permet de réfléchir à ces financements. Est-ce qu'on parle du financement de la croissance de l'entreprise? Est-ce qu'on parle du financement qui va permettre de faire évoluer la table de capitalisation, c'est-à-dire la répartition entre les actionnaires? Est-ce qu'on parle de financement qui va permettre de transmettre l'entreprise d'une génération à l'autre, par exemple, ou bien au manager ou au manager? Déjà, il faut bien comprendre ces sujets de financement. De ce fait, dès qu'on pense au financement, on a plein de solutions, de très nombreuses solutions à notre disposition. Il y a les financements bancaires, il y a les fonds d'investissement, et au sein des fonds d'investissement, il y a beaucoup de catégories différentes. Donc notre métier à nous, c'est de permettre à nos clients d'avoir très en amont une vision claire, est-ce que c'est le bon moment pour eux, est-ce que leur marché est adapté à une opération, est-ce que c'est le bon moment pour l'entreprise, et puis de les accompagner dans la mise en œuvre et l'exécution de l'opération qu'ils nous confient. Merci Paul. Alors je le disais en introduction, on voit que le marché côté innovation s'est vachement corrigé quand même depuis 2 ans. Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez vous au quotidien dans le cadre de vos entreprises? Alors vous Aurélien, vous êtes plus sur la partie infra, donc qui est peut-être un peu moins concerné encore une fois qu'un pur modèle SaaS ou un pur modèle e-commerce. Mais comment vous ressentez cet accès au financement depuis 1 an, 2 ans? Oui. Je peux peut-être commencer puisque en effet on est positionné sur de la deep tech, passer du satellite au cellulaire, au Wi-Fi, en temps réel, sans coupure aucune, c'est finalement très compliqué. En fait, nous, on recourt à un outil qui nous permet d'accélérer, parce que le plus important, c'est de garder la dynamique alors même que les marchés ralentissent, voire même se crispent. Et donc, c'est pour ça qu'on a trouvé que les obligations, convertibles notamment, étaient pertinentes pour nous. Ça nous permet de nous associer avec des acteurs, et je reviendrai dans un instant sur le profil de ces acteurs, mais de nous associer à des acteurs alors même qu'on n'a pas encore réunit l'ensemble du tour de table, alors même que justement on évite le sujet de la négociation sur la gouvernance. Pacte d'actionnaires, c'est toujours, et la valo bien sûr, c'est toujours des mois de discussion. Donc très concrètement, nous aujourd'hui on finit notre deuxième tour de table, on a déjà l'argent du lead, alors même qu'on n'a pas encore clos. Donc c'est bien le bénéfice qu'on obtient sur la dynamique. Tour de table, on peut avoir une idée du montant juste pour savoir ou bientôt. Je serais ravi de revenir sur le plateau pour l'annoncer en exclusivité. Ah, magnifique, merci Damien. Le deuxième sujet, c'est le type d'acteur. Et là-dessus, pour nous, il nous est apparu essentiel de travailler avec des corporate ventures.
parce que finalement les corporate ventures c'est un super tampon pour à la fois prouver notre pertinence par rapport à notre proposition de valeur, mais aussi sécuriser les premiers clients, tout simplement. Et un premier client dans le monde automobile, c'est très compliqué à obtenir. Tous ensemble sur le panel tout à l'heure, Étienne mentionnait la difficulté de se voir comme une start-up face à des grands groupes qui aujourd'hui voient une start-up comme un endroit où on joue du baby-foot. On va plutôt éviter. Mais justement, avoir ce tampon qui nous vient d'un CVC, c'est l'assurance qu'on est pris au sérieux et que donc on est capable de discuter vraiment business. C'est effectivement bel acteur. C'est marrant, vous me parlez de corporate venture, là où on a vu justement qu'avec depuis 2 ans, on a vu certaines grosses entreprises sortir de cette thématique. C'est Total qui a vendu d'ailleurs un fonds de venture qui s'appelle Aster Capital, qui a cédé Total Energy Ventures, qui est sorti du sujet, qui aurait pu éventuellement être un candidat intéressant pour vous. Vous arrivez à avoir quand même toujours des interlocuteurs. C'était une exception totale ou En fait, je crois que ça participe à un mouvement de fond qui est la professionnalisation du métier du corporate venture. Nous, pour être capable d'avancer, pour être capable d'avoir des deals qui soient sérieux en termes de gouvernance et puis de conditions quant au prochain tour, concernant la conversion, on doit s'assurer qu'on a en face de nous des gens dont c'est le métier. Ce n'est pas juste des gens qui sont sortis de la maison mère et qui vont venir faire ça pour quelques années parce que c'est fun. Non, on a vraiment besoin de gens qui savent de quoi ils parlent pour s'assurer qu'on est bien aligné quant à la trajectoire et au succès long terme de Stellar. Vous l'aurez compris, donc chez Stellar, on a fait attention à la sélection de l'outil, les OC, les obligations convertibles ont été retenues et on fait également attention avec qui est-ce qu'on s'associe. Chez vous Aurélien, ça se passe comment de ce côté-là ? Alors nous, on a fait des levées de fonds avec des fonds de venture capital, donc au démarrage, qui nous ont permis de kickstarter entre guillemets le projet. Puis ensuite, on a des fonds d'infrastructure qui ont pris le relais, donc avec par exemple Euraseo qui était l'investisseur lead en 2022, puisque comme je l'ai dit, nous on a vraiment besoin d'énormément de capital à investir en CAPEX. Or le fonds de venture, il va plutôt investir dans la technologie, l'internationalisation, du marketing, des choses comme ça, et moins dans du CAPEX. Donc on a essayé de passer d'une poche à l'autre. C'est pas un exercice forcément facile, puisqu'en fait, les fonds, comme vous savez, ils sont assez segmentés. Donc le venture finance telle catégorie, comme j'ai dit, la tech, les histoires de scale, de growth, et puis l'infrastructure finance l'infra. Maintenant, nous, on a un animal un peu hybride. Ça coexiste pas bien ? C'est difficile à faire coexister au début. C'est des cultures, des thèses d'investissement qui sont un peu différentes. Nous, on a un animal hybride. Aujourd'hui, Electra, il y a 45 personnes dans une équipe qui s'appelle Product and Engineering parce qu'on a développé notre propre logiciel, notre propre techno. On est sur un sujet de croissance, qu'on est sur un sujet d'international. Donc on coche un certain nombre de cases de tout ce qui est finançable par du venture. Et en même temps, on a besoin de centaines de millions, ce qui est plutôt le sujet des fonds d'infra. Et donc il faut arriver à faire communiquer les deux et à aller chercher les fonds d'infrastructure qui sont plutôt les moins infrastructuristes, entre guillemets, dans l'âme, et les fonds de venture qui sont prêts. Et ça a été, à mon avis, un des effets de la crise de la tech, c'est que là où il y a 2 ans, j'ai l'impression que, en tout cas, les fonds de venture disaient « on veut du SaaS, on veut que du logiciel, on veut que du B2B ». SaaS B2B par abonnement. SaaS B2B par abonnement, donc ça c'est vraiment tous les keywords qui font allumer. On était en multiple de chiffre d'affaires et pas en multiple d'EBITDA. Absolument, et là on est revenu sur les choses, on dit finalement, il y a des choses aussi quand même intéressantes, quand bien même il y aurait du hardware, quand bien même il faudrait tirer des câbles, quand bien même ça ne serait pas pur logiciel, ça peut aussi se financer. Et donc c'est là où on est allé chercher un peu ces deux types d'acteurs et qu'on les a mis ensemble et aujourd'hui c'est la gouvernance d'Electra. Full equity ? Full equity. Financement ? 100% equity, là, ce dont je vous parle. Et à côté de ça, on commence maintenant qu'on a financé beaucoup en equity à aller chercher de la dette. Le sujet pour une boîte comme Electra, c'est quoi ? C'est qu'on démarre tout début 2021. Nous, on signe des concessions, je l'ai dit, de 15 ans ou 20 ans. Donc les partenaires, première question, c'est est-ce que vous allez m'accompagner sur 15 ans ou 20 ans ? Et donc c'est là, effectivement, où on n'est pas du tout dans un sujet de start-up, mais on doit montrer la solidité. Et la solidité, la street cred, c'est un certain nombre de facteurs. C'est Electra, ils ont une équipe qui est importante, qui est nombreuse, qui est senior. Ils ont un projet international, ils ont des investisseurs de qualité, ils sont au Next 40. C'est tous ces éléments qui vont faire qu'on va avoir confiance dans la société Electra et on va pouvoir se projeter.
Et donc maintenant, on va commencer à mettre de plus en plus de dettes, puisqu'on a accumulé pas mal d'equity, 600 millions d'euros en tout depuis le début de l'aventure. Dette bancaire ou des... C'est plutôt du project financing. Ouais, ok. Donc ce sont des produits de dette qui sont spécifiques et par rapport à des projets qui sont les nôtres, avec le ramp-up qui va bien et qui sont un peu tailor-made par rapport à notre sujet. Compris. La première concession que vous avez récupérée, la toute première, c'était où? La première concession, c'est à Aubervilliers. La première station, c'est à Aubervilliers. Et je le raconte peut-être pour l'anecdote, mais ce qui était intéressant, c'est qu'au début du projet, début 2021, nous on a une équipe, on commence à avoir un produit qui tient la route. Et là, les partenaires fonciers, donc ceux avec qui on négocie les concessions de parking, nous disent, je pense à 2 en particulier, vous avez le meilleur produit, c'est sûr qu'on a envie de bosser avec vous parce que vous êtes hyper dynamique et ça va vite, le produit est bien. Mais quid du financement? Et les fonds nous disent, franchement, le projet est génial, on achète la thèse d'investissement, c'est cool, mais vous n'avez pas encore signé de concession. Donc il fallait quoi? Une lettre de confort? Qu'est-ce qu'on produit? Une lettre de confort de la part d'une mairie, d'un élu? Non, c'est un sujet d'œuf et de poule, qui est le même sujet d'ailleurs que la voiture électrique et la borne, dans lequel il faut arriver à faire cliquer un peu les deux bouts. Et donc là, il faut, je pense, c'est un exercice de conviction avec l'ensemble du COMEX, des personnes, pour montrer qu'on a des chances réelles et sérieuses d'arriver à signer ces contrats et avoir ces fonds. C'est la seule chose à faire. Et le déclic, c'est fait où? Du coup, ou le clic? En fait, c'est petit à petit. Il n'y a pas de eureka moment où ils disent en fait. Il n'y a pas un dîner qui a été fondateur entre justement un investisseur et un premier client. J'aimerais bien te raconter ça, mais non, ce qui se passe, c'est que petit à petit, on prend les escaliers et là, il y a une confiance qui se construit et on se dit quand même, en fait, la boîte, elle est de plus en plus solide, je vois le truc et celui qui est décideur dans un fonds ou un grand groupe, il a une décision importante à prendre, il y a des gens embarqués autour de lui et à un moment donné, il a suffisamment de confort, lui et ses équipes, ils se disent, bon, j'ai embarqué tout le monde. Ok. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Dans la durée. Merci beaucoup Aurélien. Paul, on parle avec Aurélien à l'instant, on parle de matcher l'offre et la demande, d'aligner les intérêts entre un investisseur et une entreprise qui a besoin de financement. Comment vous voyez justement ce moment fatidique où on va devoir s'aligner, notamment dans des boîtes en croissance qui ont encore la charge de la preuve contre elles? Alors, je pense qu'il faut mettre... Alors, notre métier, c'est un métier d'exécution, de rigueur. On fait beaucoup de fichiers Excel, on fait beaucoup de data room, mais la vérité, elle n'est pas là. La vérité, elle est dans l'analyse de 3 sphères. On parle de bon sens paysan. La première sphère, c'est l'état du marché. Par exemple, si on prend une entreprise du secteur de l'immobilier ou du retail, ça va être plus compliqué à financer aujourd'hui qu'il y a 3 ans, 4 ans. Où les promoteurs trouvaient des financements, étaient dans un âge d'or. On espère qu'ils vont retrouver cet âge d'or. Il y a beaucoup de promoteurs qui s'en sortent très bien, mais le secteur fait peur. Premièrement, le secteur. Deuxièmement, la situation intrinsèque, spécifique de l'entreprise. Est-ce qu'elle est en croissance? Est-ce qu'il y a un bon management? Est-ce qu'il y a une vision claire? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'accident? Est-ce qu'il n'y a pas trop de dépendance à un client, à une technologie, à un fournisseur? Position sur le marché. Plein d'éléments propres à l'entreprise. Puis le troisième élément qu'on oublie souvent et que moi je n'ai pas appris quand j'étais en cours de finance, c'est qu'est-ce que l'entrepreneur a dans les tripes, dans le cerveau et il a envie de quoi? Est-ce qu'il veut sécuriser son patrimoine? Ce matin on avait un entrepreneur qui approche à l'âge de la retraite et qui dit moi j'en suis à mon 4e ou 5e LBO et à l'issue de mon premier LBO où j'ai fait un peu de cash out, c'est-à-dire où j'ai sécurisé un peu d'argent pour moi et donc pour ma famille, je dormais beaucoup mieux. Et ça m'a permis de prendre des risques. Et aujourd'hui, si l'entreprise est là, c'est parce que j'ai pris ces risques. Donc, n'oublions pas cette sphère intime, personnelle, qui est clé. Si les 3 sphères sont alignées, alors on a aujourd'hui, en particulier en France, tellement de diversité de modes de financement, du corporate venture, du venture qui permet de faire chauffer un peu le moteur, enfin, pas le moteur thermique, et qui permet ensuite de trouver comme relais des fonds d'infra. En France, on a plus de 400 équipes de gestion de fonds et c'est formidable. Vous avez de la diversité, une diversité incroyable. La dette privée émerge très fortement et c'est une vraie alternative à l'equity et c'est une vraie alternative au financement bancaire. Et puis les financements bancaires, en tout cas dans le monde de l'ETI et de la PME, sont présents. Ils sont là. Donc,
finalement, ce qui est très important, c'est de bien analyser l'opération, de bien la comprendre, de bien regarder les alignements. Et à partir du moment où vous avez une entreprise qui, en particulier, peut afficher une capacité à gagner de l'argent et à dégager des cash flows, et d'autre part, une capacité de croissance sur son marché, on est certain de faire l'opération. Merci infiniment à tous les trois pour votre participation à cette interview. Merci pour votre participation à cet événement. Nous vous retrouvons dans quelques instants pour la suite donc de ces feedbacks, de ces takeaways, de ces conseils que vous donnent les dirigeants et les experts au sein du sommet Entreprises en croissance. Vous nous retrouvez dans un instant sur For Change. Merci à tous.